Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Grégoire Sivan, un des créateurs du nouveau jeu de cartes révolutionnaire pour toute la famille, Pictit. Dans la rubrique À vos agendas, coup de projecteur sur l'événement cinématographique de l'année Jurassic World Fallen Kingdom, je vous parlerai de l'exposition Lego The Art of the Brick DC Super Heroes qui se tient en ce moment à Paris. Dans la rubrique Invité, je recevrai l'illustratrice Christelle Bria pour son livre jeunesse Les lunettes de Mathéo, l'histoire d'un petit garçon qui souffre d'un problème de vue et qui va devoir porter des lunettes. J'ai rencontré également Gaïa, Polo et François du groupe Minibus lors du festival Les Doigts dans la prise, interview à découvrir dans cette émission, et mon invité d'honneur sera la très talentueuse actrice et auteure Anne Richard pour nous présenter ses deux nouveaux contes pour enfants, Les musiciens de Brême et L'écureuil et le Haut-Chêne. Alors la famille Que faire des mômes, c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées sorties et bons plans à faire en famille. Par exemple, si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, si vous souhaitez nous donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible en utilisant le hashtag LaFamilleQFDM. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à commenter les articles sur le blog quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Grégoire Sivan. Oui, allô? Bonjour Grégoire Sivan? Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Enchanté. Vous êtes à l'origine du nouveau jeu de cartes Pictit. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est en fait de faire deviner à ses adversaires, à ses camarades, des titres à partir de pictogrammes, en fait. Voilà, c'est-à-dire des titres soit de films, de chansons, de séries, des personnages, des individus célèbres, des professions, des lieux, en fait, c'est assez vaste, c'est-à-dire que c'est les cartes que le joueur a en main qui vont un peu dicter ce qu'il va faire deviner, en fait. Voilà. Qu'appelez-vous pictogramme? Alors un pictogramme, c'est une représentation en fait d'un objet, d'un quelque chose d'usuel ou d'un concept en fait, représenté par une image en fait. Au départ, il y a eu les premières peintures rupestres où on représentait les animaux avec des dessins. On parlait, les hiéroglyphes aussi où on parlait avec des images. Ça a été, du coup, on est revenu ensuite à l'écriture cunéiforme et à l'écriture normale qu'on connaît, et on est un petit peu en train de revenir à une écriture de ce type-là avec le langage actuel par texto, emoji, tout ça. Et donc l'idée, c'est de se servir un petit peu de cette nouvelle forme de communication, on va dire, pour un jeu. Quel est le matériel que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte de jeu? On a 102 cartes picto et on a 8 cartes joker en fait. Donc c'est 102 cartes picto c'est 102 cartes différentes en fait. Il y a 102 cartes uniques et il y a 4 jokers x 2 en fait. Seuls les jokers sont doublés. Et à l'intérieur, une règle du jeu évidemment. On a un petit pochon en tissu, un petit pochon de transport en fait pour permettre d'emporter le jeu un peu n'importe où, à la plage, en vacances, dans le train, à une réunion de famille, un peu partout. Voilà. Mais on peut jouer de partout. Hein. Il y a plusieurs cartes joker, vous me disiez. Oui. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la carte attaque? Joker, c'est un peu
pour mettre un peu de sel dans les parties en fait. Oui. Le jeu peut se jouer sans joker, mais c'est quand même plus rigolo avec. En gros, la carte attaque, elle permet d'attaquer, c'est-à-dire d'empêcher quelqu'un de jouer parce qu'il a trop de cartes ou parce qu'il met trop de temps à trouver une idée de proposition. Elle permet aussi d'intervenir dans une proposition, c'est-à-dire que quelqu'un peut mettre un bateau en disant je vais faire découvrir un livre. Bon, on peut attaquer et ajouter un aileron de requin en disant bah non, en fait ça va être un film et celui qui attaque devient le nouveau maître du jeu. Alors après il y a le joker, donc la carte blanche. La carte blanche en fait elle permet d'inventer un picto pour une proposition. Par exemple je mets un bateau et je dis ma carte blanche est un iceberg pour faire deviner un film par exemple. Oui. J'ai trouvé. Ça y est, déjà, je sais, c'est Titanic, c'est ça? C'est Men in Black. Ah, Men in Black? Non, c'est Titanic, hein. Oui. J'ai douté, je me suis dit, je me suis peut-être trompé. Non, mais c'est vrai qu'on s'y prend. Je le dis à nos auditeurs, j'ai reçu les cartes, j'y ai joué, bien sûr, hein, et j'ai fait de superbes parties, donc voilà. Il y a également la carte Pickpocket. Alors la carte Pickpocket, elle permet de voler une carte à ses adversaires, parce qu'en fait, finalement dans le jeu, les points, on les comptabilise avec des cartes. C'est-à-dire que le joueur qui fait une proposition, le picteur, s'il fait une proposition à 3 cartes et que quelqu'un trouve, le picteur remporte ces 3 cartes et celui qui a trouvé remporte 2 cartes. Le picteur gagne toujours une carte de plus que celui qui trouve. Et du coup, les cartes, chaque joueur les met devant lui en fait. Face picto vers le haut, donc tous les joueurs voient les cartes, les défausses de tout le monde, et la carte Pickpocket elle permet de voler une carte à n'importe quel joueur, et y compris à sa défausse à soi, pour faire une proposition. Par exemple, si j'ai besoin d'un cœur dans la défausse du joueur d'en face, je prends ma carte Pickpocket et je vais lui voler sa carte et je m'en sers pour une autre proposition en fait. La carte pioche également, c'est un joker aussi, hein, ça. Hein, alors pioche, on l'a éliminé dans la dernière version. D'accord, il y a une nouvelle version donc. Hein, ouais, voilà. Enfin, c'est un jeu qui, ça y est, là, on a envoyé les règles définitives hier, donc le jeu est dans sa version définitive. Mais la carte pioche, on l'a remplacée par la carte thème, en fait, oui. qui permet en fait d'imposer un thème pour un tour. C'est-à-dire que si je dis, je pose la carte thème quand je veux, en fait, et je peux dire, voilà, à partir de maintenant, pour tout un tour, ça va être que de la chanson française ou que des séries des années 80 ou voilà. Donc du coup, chaque joueur, en fait, va devoir regarder ces 7 cartes en pensant uniquement en termes de chansons pour enfants, littérature du 18e. Enfin bon, après ce qui est rigolo, c'est que ça permet de complètement réorienter. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. Non, en mais vrai, ouais. dans le feu de l'action, un téléphone, ça peut être E.T., ça peut être un groupe de musique, ça peut être une chanson, ça peut être une marque, ça peut être Apple, ça peut être le groupe téléphone, ça peut être. Enfin, finalement, ce qui est rigolo, c'est que les objets et les pictogrammes prennent un sens complètement différent selon le thème qui est imposé en fait. Vous me parliez de thème, on retrouve quel thème dans le jeu? Alors les thèmes, c'est vraiment les joueurs qui peuvent les inventer selon leurs cartes, mais ça peut être en fait ça dépend. Ce qui est rigolo, c'est que le jeu se transforme en fonction des joueurs avec qui on joue. C'est-à-dire que quand on joue avec des cinéphiles, on va tourner autour du cinéma, et c'est d'ailleurs rigolo en fait d'imposer des thèmes où on peut imposer un thème en disant il y aura pas de cinéma pour un tour par exemple, parce que ça permet justement de remettre un peu les compteurs à zéro et que tout le monde qu'il n'y en ait pas des plus favorisés que d'autres. Ça peut être des chansons, ça peut être des personnages célèbres, ça peut être des youtubeurs. On a eu des fromages, il fallait trouver un fromage, ça peut être trouver une chanson mais il faut la chanter parce que la personne veut qu'on la... En fait, c'est celui qui pose ses cartes sur la table va du coup être maître du jeu et imposer le thème que lui inspire ses cartes en fait, voilà. Et donc ça peut être aussi une série, ça peut être très précisément une série des années 80. La personne qui propose peut vraiment affiner son thème, dire c'est un film, et puis si les gens trouvent pas au fur et à mesure, c'est vraiment un jeu où on parle beaucoup en fait. Oui. C'est-à-dire que si les personnes ne trouvent pas, on peut dire oui mais on l'a vu ensemble l'autre jour. Enfin si les gens se connaissent, voilà. Sinon dire c'est sorti il y a pas longtemps, ou alors tu connais bien cet acteur, il a joué dans aussi et dans voilà. Ça permet vraiment des interactions. C'est un jeu qui permet de briser la glace, pas mal. Oui. On arrive à une soirée. Enfin je m'en rends compte. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on teste le jeu avec mes camarades Pascal Sardabidon avec qui j'ai co-créé le jeu, et Zaven Najar qui est l'illustrateur du jeu. Au début on l'a testé beaucoup avec nos cercles un peu à nous, nos amis, la famille et tout ça. Et dans un deuxième temps, on l'a beaucoup testé en festival, justement avec des vrais gamers pour voir justement dans ce milieu-là comment les gens recevaient ce jeu, parce que c'est un jeu finalement assez simple, c'est un jeu d'ambiance. Donc on voulait faire un jeu simple en fait, simple à expliquer, simple à jouer, mais qui puisse avoir une sorte de petit degré supplémentaire, c'est-à-dire que l'accès est assez rapide. Quand on dit il faut faire deviner des films avec des cartes, des films ou des personnages ou des titres en tout cas avec des cartes picto, ça peut faire tilt assez rapidement. Mais une fois qu'on rentre dans le jeu, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que on peut connaître un peu mieux les gens avec qui on joue, ce qui est le cas de beaucoup de jeux, mais là d'une certaine manière,
pareil, quand on joue en équipe, c'est rigolo parce que la personne avec qui on joue, même si on la connaît pas du tout, moi quand on joue en équipe, j'essaie de faire en sorte que les gens ne se connaissent pas, parce que justement ils peuvent, leur cerveau doit rentrer en connexion en fait, où ils doivent avoir une cognition commune, ils doivent avoir assez vite des références communes, et puis c'est assez, le jeu est sympathique pour ça, il permet justement de pas mal d'interactions entre les gens en fait. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Comment prépare-t-on une partie ? Alors une partie c'est très simple, on s'installe autour de la table, on décide de jouer en équipe ou seul en fait. Si on est à partir de 6 personnes, ça peut être marrant de jouer en équipe de 2. Oui. Donc ça fait 3 équipes de 2 ou alors tout seul, ou alors 6 personnes, voilà. Et en fait on distribue les cartes, on distribue 7 cartes par personne. Oui. Et on pose la pioche au milieu et c'est parti. Très et bien. le plus jeune commence. Le plus jeune commence, d'accord. Ouais. Que se passe-t-il en cas d'égalité parfaite ? Alors une égalité parfaite, c'est à la fin de la partie, on compte les cartes. En gros, le principe d'une partie, c'est que donc le premier pose une proposition, les autres doivent trouver, et ensuite ça passe à celui d'après. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. À la fin de la partie, en fait, quand il n'y a plus de pioche, le premier qui termine ses cartes marque la fin de la partie. Donc c'est pas quand la pioche est terminée que la partie se termine, mais c'est quand il y en a un qui a posé sa dernière carte, sa dernière proposition sur la table et qui n'a plus de carte. À ce moment-là, on compte les points. Et compter les points, le principe c'est que les joueurs qui ont encore des cartes en main doivent retrancher le nombre de cartes qu'ils ont en main. C'est-à-dire par exemple si du coup celui qui a terminé en premier, il a rien à retrancher parce qu'il a plus de cartes, mais celui d'à côté, s'il a encore 2 cartes et qu'il a 16 cartes, qu'il a gagné 16 cartes, il en retranche 2, donc il a 14 points. Et donc à la fin, il est possible évidemment que les gens aient le même nombre de cartes, et à ce moment-là, c'est le plus intelligent qui gagne. Voilà. Vous avez quelques conseils de jeu à donner aux joueurs ? Moi, je trouve que les parties en équipe sont assez rigolotes parce que justement, ça permet de vachement confronter son avis avec quelqu'un. En fait, on doit discuter avec la personne avec qui on joue et on doit justifier on joue avec la personne avec qui on joue et on joue avec les autres. Et puis il y a un côté équipe qui est assez rigolo, qui est assez jouissif parce que on a plus envie de gagner d'une certaine manière quand on est en équipe. C'est vraiment parce que c'est un jeu où la fin du jeu, le comptage des points, des fois c'est un peu une formalité, c'est-à-dire que c'est pas une fin en fait, c'est la fin, c'est plus le jeu, c'est-à-dire que même il y a des fois où on compte quasiment pas les points, c'est plus le plaisir qu'on prend à jouer que le fait de gagner ou pas au jeu. Après tout dépend évidemment des joueurs, mais donc mon conseil, moi, c'est plutôt jouer en équipe, c'est assez rigolo. Oui. On peut faire des parties plus rapides en disant on va faire un demi-deck, c'est-à-dire on va couper le paquet en deux et puis faire une partie à 2 comme ça vite fait. On peut jouer à 2, c'est vraiment un jeu qui peut se jouer à 2 très très facilement parce que voilà. C'est l'autre conseil, ça c'est plus technique, mais quand on a des jokers, il vaut mieux les utiliser avant que ce soit son tour, pour que ce soit plus rapide. En fait, si on a des cartes à échanger avec une carte pickpocket ou si on a envie d'imposer un thème, c'est plus rigolo de le faire avant que quelqu'un joue. C'est-à-dire quelqu'un s'apprête à faire une proposition, puis on dit tiens, paf, en fait non, ça va être thème chanson française. Du coup, celui qui allait poser un film, il doit vite revoir son thème et puis refaire une proposition. Et il y a aussi aussi comme c'est un jeu qui est assez on va dire assez nu, c'est-à-dire qu'il y a que des cartes. Oui. On a pensé à pas mal de trucs, on a pensé à faire un sablier à un moment, on a pensé à faire des dés pour les thèmes, on a pensé à faire un petit papier pour écrire les thèmes, pour écrire le nom des films, parce que c'est vrai qu'en fait on doit faire confiance aux gens, c'est-à-dire qu'on doit trouver ce que la personne a dans la tête, mais il n'y a rien qui permet de le vérifier. Mais en fait on s'est rendu compte en 1 an et demi de partie que en fait ça marchait, c'est-à-dire que les gens n'ont pas les gens ont envie qu'on trouve, c'est-à-dire que c'est un jeu où tout le monde a intérêt à ce qu'on trouve, c'est-à-dire celui qui fait deviner a intérêt à ce qu'on trouve et celui qui trouve a intérêt à trouver. Donc après c'est évidemment le plus rapide qui va marquer des points, mais d'une certaine manière il n'y a pas trop d'intérêt à mentir en fait. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Grégoire Sivan pour en savoir davantage sur ce nouveau jeu de cartes révolutionnaire, Pictit. L'illustratrice Christelle Bria nous parlera de son livre Les lunettes de Mathéo. Je recevrai le groupe Minibus et en invité d'honneur l'actrice et auteure Anne Richard. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Grégoire Sivan est mon invité, il nous parle du jeu de cartes révolutionnaire Pictit. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Grégoire Sivan, comment est née cette idée ? Alors cette idée en fait elle est née, alors moi je suis pas vraiment dans le domaine du jeu parce que je suis plus dans le cinéma, en fait je suis monteur et je fais de l'animation et en fait j'avais fait une série pour Arte avec des objets qui parlent, une série qui s'appelait Objectivement et il
y a 2-3 ans, un truc comme ça. Et on m'avait appelé en fait pour développer une petite série documentaire autour des émoticônes en fait. Et du coup, voilà, en réfléchissant un peu autour de ce concept-là et tout ça, moi, avec mon co-réalisateur, on s'était échangé, on avait testé notre clavier en fait. Et puis un jour, je lui ai envoyé un petit extraterrestre avec des lunettes de soleil et je lui ai dit, vas-y, trouve le film. Du coup, il m'a renvoyé un petit bus avec une bombe. Il m'a dit, vas-y, trouve le film. Et on a joué à ça pendant une semaine. Après, j'avais fait un petit post sur Facebook qui a lancé un petit groupe en fait. Donc j'ai fait un groupe avec, je sais pas, on était de 150-200 personnes qui se sont fait deviner pendant 3 mois des films en fait, qui se sont fait deviner 3000 films en gros, enfin un peu plus de 3000 films. Donc on faisait des battles spéciales années 80, spéciales séries, tout ça. Je me suis dit le principe est finalement a l'air assez catchy en tout cas, mais moi j'avais 2 problèmes par rapport à ça, c'est que d'une, on jouait que devant son ordinateur ou son téléphone. Moi j'avais envie d'un jeu, je me disais tiens, comment faire en sorte de l'adapter pour qu'on puisse y jouer avec ses potes autour d'une bière ou voilà. Et le deuxième truc, c'est que c'était uniquement axé cinéma et moi j'avais envie d'y jouer avec mes filles. Et du coup on s'est posé la question avec Pascal avec qui on a créé le jeu, on a développé le jeu, comment faire en sorte qu'on puisse lui aussi a 2 filles exactement du même âge. Donc on s'est dit ouvrir à d'autres thématiques. Tout est parti un peu en même temps d'un petit constat autour d'un principe assez simple, mais qui est assez actuel. Enfin, je veux dire, il y a Pictologie qui est sorti, enfin, qui est un bouquin aussi qui est pour faire deviner des films avec des pictos. Moi, je voulais un jeu qui soit simple d'accès et simple d'utilisation, qu'on puisse trimballer partout en fait. Très bien, en tout cas ça donne envie de se procurer le jeu sans plus attendre. Je vous remercie Grégoire Sivan, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes ? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. C'est l'événement de cet été, le nouveau Jurassic Park, Jurassic World, Fallen Kingdom. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Elle est anesthésiée. Ok, viens là. Ça va derrière ? Nickel. Vous en sauverez combien ? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Vous ne pourrez jamais la capturer. Vous savez peut-être qui pourrait nous aider. Une mission de sauvetage. Qu'est-ce qu'on risque? Salut Blue, tu me connais. Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous ça tout de suite. Ils m'ont menti ! L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé? Ils vont les vendre. Pas Blue. Ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose ? Ils l'ont créée. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Je propose qu'on arrête ce délire. Hé ma belle, tu penses comme moi? On a libéré la puissance génétique. On ne peut plus faire marche arrière. Blue! Si je reviens pas... N'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de venir ici. Je vais m'en sortir. Ces créatures étaient là bien avant nous.
Et si on n'y prend pas garde, elles seront encore là bien après. Bienvenue à Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom à voir au cinéma. Exposition à présent, ne manquez pas l'exposition Lego The Art of the Brick DC Super Heroes à Paris, à l'espace chapiteau du parc de la Villette. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, ma première invitée est l'illustratrice Christelle Bria pour son très joli livre pour enfants, Les lunettes de Mathéo, de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition. Bonjour Christelle Bria. Bonjour. Alors vous signez les illustrations du très joli livre Les lunettes de Mathéo de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition. Le texte est de Alexandra Le Dauphin. Alors qui est Mathéo ? Alors, Mathéo, c'est un petit garçon qui va devoir, pour la première fois, porter des lunettes. Et évidemment, avec tout ce qui incombe à un petit garçon qui met des lunettes à l'école, voilà, il va lui arriver pas mal de mésaventures. Et puis, il va falloir qu'il explique un petit peu aux camarades qu'il faut faire attention à ses lunettes, à ses fameuses lunettes. Mathéo est au CP, c'est un élève appliqué. Il essaie d'écrire du mieux qu'il peut sur son cahier. C'est ça, c'est un petit garçon qui essaye mais qui n'y arrive pas puisqu'il ne voit pas bien au tableau. Donc ce qui nous est arrivé, enfin ceux qui ont eu des problèmes de lunettes, de vue, oui. Ont pu constater ça en tout cas. Bien sûr. Quel est son problème exactement alors ? Alors en fait, il va aller voir, il voit tout trouble et sa maman commence à se rendre compte qu'il voit pas très bien. Donc il va aller voir l'ophtalmologue qui va lui dire il faut porter des lunettes parce que Mathéo est astigmate en fait. Donc ça peut être de la myopie, lui il est astigmate, voilà. Oui. Alexandra qui a trouvé cette idée et voilà, c'est vrai que c'est une idée qui nous permet souvent de parler, on va dire, sur les petits problèmes, les petits tracas de vue. On n'a pas l'habitude des fois de discuter à l'école, en fait. Oui, Alexandra Le Dauphin, donc on disait qui a écrit les textes. Alexandra Le Dauphin, tout à fait. C'est elle qui a écrit le texte. Alors, donc sa maman lui lit une histoire le soir et Mathéo plisse les yeux, parce qu'il a remarqué qu'il voyait mieux en faisant cela. Et il fait aussi des grimaces par la même occasion, Et oui, tout à fait. Comme beaucoup d'enfants, quand on n'arrive pas bien à regarder ou quand on est ébloui ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on fait des grimaces. Ou quand on veut se concentrer, souvent les enfants font des grimaces. Donc du coup, moi ça, je me suis bien amusée en tout cas à retranscrire tous ces petits dessins par rapport à Mathéo, qui est, il faut le dire quand même, Mathéo c'est un enfant très sage, mais Alexandra Le Dauphin s'est inspirée de son fils pour le... Ah oui ? Pour le petit personnage, tout à fait. Moi, je me suis basée sur ce petit personnage. Bon, elle m'a aidée en envoyant quelques photos au départ. Et je me suis inspirée de ce petit garçon, donc son petit garçon à elle, Mathéo. Mathéo, il s'appelle aussi Mathéo, en vrai. Il s'appelle aussi Mathéo, tout à fait. Ah oui, donc c'est autobiographique, comme on dit. C'est ça. Il y a même sa maman qui se retrouve à un moment donné dans le... Ah oui. Dans le livre, c'est vraiment Alexandra que j'ai voulu retranscrire en fait. Alors il y a un moment que j'ai trouvé très drôle dans le livre, c'est quand sa maman lui pose la question s'il voit bien. Mathéo répond « Oui maman, mes yeux lisent les lettres ». Oui, c'est vrai que c'est assez sympa. Là, l'écriture d'Alexandra là m'a bien fait... Et du coup, j'ai fait toute une... au niveau de du dessin, ça m'a vraiment, j'ai réussi à trouver, grâce à son écriture, une manière de m'ajuster à ce qu'elle disait. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné tout de suite. En tout cas, le duo Alexandra et moi-même, en tout cas. Oui, j'ai quelques questions justement à vous poser un peu plus tard sur vous et Alexandra Le Dauphin. Oui. Alors, donc, à ce moment-là, je continue un petit peu sur le livre sans trop dévoiler, vous allez voir quand même. Alors, sa maman l'emmène chez l'ophtalmologiste et le verdict tombe, Mathéo est astigmate. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, astigmate ?
L'astigmatie, c'est souvent, enfin moi j'en ai souffert aussi quand j'étais jeune. Alors l'enfant n'arrive pas, soit il voit trouble, bon ça c'est plus sur la myopie, mais il déforme aussi un peu les objets. Donc voilà, c'est assez pointu quand même comme chose, mais ça peut être comme la myopie, comme l'astigmatie, c'est surtout la déformation d'objets. La déformation d'objets, oui. On peut y remédier donc avec des lunettes. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc Mathéo va pouvoir compter sur de nouvelles alliées pour voir mieux, des lunettes correctrices. Alors il a 2 paires, hein, une paire bleue et une paire rouge. Voilà. Sa maman lui a laissé le choix, et puis il en prend une, il en a et une autre au cas où. Ouais. Au cas où, on ne sait jamais. Alors bien heureusement, car que va-t-il arriver à Mathéo ? À l'école, il chahute avec son copain Paco à la récréation, et patatras, que se passe-t-il ? Il casse ses lunettes. Heureusement, il y a une autre paire, mais rebelote. Là, c'est Noémie qui lui casse la 2e paire. Va-t-il se faire gronder par ses parents ? Va-t-il enfin pouvoir porter ses lunettes tranquillement à l'école ? Nos amis auditeurs pourront le savoir en lisant cette très belle histoire, Les lunettes de Mathéo. Alors, c'est Alexandra Le Dauphin donc, qui signe les textes. Quelques mots sur l'auteur. Qui est-elle ? Alors Alexandra, je l'ai rencontrée grâce à la maison d'édition Verte Plume Édition, en fait, qui nous a mis en relation toutes les deux. Elle a déjà écrit deux livres, hein, ou peut-être un peu plus même, dont un au boulot Chaumette. Et c'est une personne qui, avec tout de suite, le duo s'est fait tout de suite, quoi. On a bien compris, moi j'ai bien compris ce qu'elle souhaitait, je pense, au niveau des dessins. Et je crois qu'elle a été contente de mon travail. Il faudra lui demander, mais je pense que oui, c'est bon. Comment vous travaillez ensemble ? Alors là, on a beaucoup communiqué par Internet, en fait, puisque elle habite à Bordeaux, moi je suis sur Perpignan, donc ça fait qu'on n'est pas à côté. Oui. Mais on a, notamment par les réseaux sociaux, beaucoup, et même par téléphone, ça nous est arrivé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est contacté pendant 1 an à peu près, même un peu 6 mois, 1 an pour faire tous les dessins du petit livre. Est-ce qu'Alexandra Le Dauphin donc fait les textes en premier et vous faites les dessins après, ou comment ça se passe ? Oui, là ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé son texte que j'ai aimé tout de suite parce que je m'y suis reconnue, parce que moi j'ai eu des lunettes quand j'étais petite aussi déjà, et puis j'ai tout de suite vu, j'ai imaginé les petits personnages, et du coup moi je suis partie de son texte et c'est moi qui découpe, en fait j'ai découpé à ma manière, et je lui ai envoyé si ça lui convenait ou pas, et ça a fonctionné très bien dès le départ, et après elle m'a laissé carte blanche, en fait. C'était votre première collaboration ou vous avez déjà travaillé ensemble ? C'est la première collaboration que j'ai avec Alexandra. Christelle Bria, comment vous travaillez ? Est-ce qu'il y a un moment précis, un lieu, un moment de la journée où vous aimez dessiner ? Alors en fait, si je m'écoutais, j'aimerais dessiner tout le temps, donc il faut que je fasse ça. Mais en général, quand même, c'est plus quand je me retrouve, toute seule, j'ai une partie de temps libre à la maison où j'arrive à travailler correctement dans mon bureau, en fait. Voilà, mais il faut que je sois au calme quand même. Mais ça m'arrive aussi de prendre un petit peu des croquis sur le vif comme ça, de personnages. C'est variable, en fait. À suivre, donc, Que faire des mômes. Christelle Bria nous en dira davantage sur les lunettes de Mathéo. Je recevrai également Gaïa, Polo et François du groupe Minibus, et l'actrice et auteure Anne Richard pour nous parler de ces 2 nouveaux contes pour enfants, Les musiciens de Brême et L'écureuil et le Haut-Chêne. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Les lunettes de Mathéo, c'est le très joli livre pour enfants de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition. Mathéo est astigmate. Il devra désormais compter sur de nouvelles alliées pour y voir mieux, des lunettes correctrices. L'illustratrice Christelle Bria est mon invitée. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Parlons un petit peu de Verte Plume Édition. Alors, Verte Plume Édition, c'est une petite maison d'édition qui est sur Raphaël les Arles. En fait, c'est une petite maison d'édition qui me fait confiance depuis maintenant plusieurs années, parce que Mathéo étant maintenant le
4e livre, album que j'ai fait avec eux, parce que voilà, au préalable, j'ai fait 3 autres albums chez Verte Plume Édition, mais où là j'ai écrit et dessiné aussi. Pourquoi l'enfance ? Alors déjà depuis quelques années, j'ai fait un site pour les enfants. J'ai travaillé beaucoup aussi en tant que créatrice, enfin donner des cours de dessin aux plus jeunes. Oui. Et puis je pense que j'ai dû m'arrêter à un certain âge. Oui. Non, j'adore les enfants et je partage beaucoup avec eux. Je trouve tellement... quand les yeux s'illuminent, quand ils voient les dessins surtout, parce que moi c'est ça qui je me rappelle de ça quand j'étais petite, hein, les albums, c'était les dessins avant tout. Qu'est-ce que vous aimiez lire lorsque vous étiez petite fille ? C'était tous les albums à l'époque, il y avait des contes de Perrault évidemment, il y avait toutes ces contes où on commençait à mettre en image hein, des beaux dessins, donc évidemment le Petit Chaperon Rouge, enfin toute cette série, voilà. Je vous remercie Christelle Bria, merci beaucoup. Merci à vous, hein. Merci. Les lunettes de Mathéo, texte de Alexandre Le Dauphin, illustration de Christelle Bria, un livre de la collection Les Chouchous chez Verte Plume Édition, à vous procurer sans plus attendre. J'ai rencontré il y a quelques jours le groupe Minibus, c'était quelques minutes avant d'entrer en scène à l'occasion du festival Jeune Public Les Doigts dans la Prise. Ils seront en octobre et novembre au théâtre Clavel à Paris dans leur nouveau concert-spectacle Ma Famille en Papier. Écoutez notre rencontre. Bonjour, vous savez, je suis au festival Les Doigts dans la Prise et je viens de rencontrer Minibus, ils seront en concert dans quelques minutes, je les ai vus avant d'entrer sur scène. Je vais poser en premier, je vais être galant, laisser la parole à Gaïa. Ça va Gaïa ? Ça va très bien, dans ce beau cirque électrique, on est très heureux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On fait un concert au milieu de plein d'autres choses, ateliers, spectacles, contes, etc. C'est la première de ce festival en fait qui se monte, première édition. Ils avaient besoin d'un petit soutien et voilà, nous on aime bien faire les premières, donc on est là aujourd'hui. Et donc on fait un concert. Je vais demander à Polo justement, quels seront les titres que vous allez faire sur scène ? On fait les titres qui sont issus de notre livre-disque, donc que je vous conseille vivement d'acheter d'ailleurs, parce qu'il est vraiment drôlement bien. Et puis pour un prix assez modique, donc on va faire tous les tubes de Minibus, Le Loup, Donne-moi des bonbons, mon ukulélé, la petite poupée de Tahiti, enfin tout quoi, tout. Est-ce que vous allez être habillé en princesse ? Parce que j'ai vu ça dernièrement, hein. Je vous ai vu habillé en princesse. Je vais poser la question peut-être à François. Hein. L'un de nous, mais je ne dirais pas lequel. François, qu'est-ce qui va se passer après, pendant l'été ? Vous partez en tournée, il y a des festivals, et à la rentrée surtout, je sais qu'il y a Clavel, le retour pour un nouveau spectacle. On va partir d'abord en résidence à Oléron, à la fin du mois de juin, 10 jours, pour travailler le nouveau spectacle, Ma Famille en Papier, autour du thème de la famille et du papier. Et puis on fera des festivals cet été, notamment au festival Saint-Amou, près de Dax. Voilà, et puis à la rentrée, le théâtre Clavel. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau spectacle ? Je reviens vers Gaïa. Hein, il va se passer quoi à la rentrée ? Là, on parle déjà pour la rentrée. C'est mois d'octobre, hein, c'est ça que vous serez sur scène ? Elle sait pas encore ? Non, elle sait pas, Polo alors. Non, je plaisantais, elle doit... Et moi non plus, je ne sais pas en fait. Puisqu'on n'a pas encore fait le spectacle, on ne l'a pas encore créé. Mais on veut qu'il y ait plein de choses en papier et plein de choses autour de la famille. Pour ça qu'on l'a appelé Ma Famille en Papier. Parce que on voudrait parler des rapports qu'il y a entre les grands-parents, les parents, les enfants, la naissance, la mort. Non, pas la mort, c'est pas très rigolo la mort. Mais enfin, quoique. Et puis habiller tout ça d'un décor de papier, d'un décor léger, d'un décor très gai, le papier qui est le symbole de la créativité, des artistes, qui est le symbole des enfants aussi, qui adorent manipuler du papier, faire des petits coloriages dessinés sur du papier. Voilà, donc marier tous ces deux concepts. Je sais que vous allez aller vous préparer. Un dernier mot, Gaïa, vous sentez comment avant de rentrer sur scène ? Je parle pour tous là. Vous avez toujours un peu de trac ? Comment ça se passe ? Là, pas trop, parce qu'on est en famille déjà, donc on est... je sais pas, non là, je pense on n'a pas l'air traqueux là quand même, quand on nous regarde, mais après, ouais, on se concentre un peu, on est concentré les 5 minutes, mais en fait, comme c'est du plaisir avant tout... Non, je dirais pas trac en fait, ça c'est un peu passé ça. Puis là on le maîtrise bien le spectacle quand même, on se reconnecte tout de suite à la bonne énergie, on sait où la trouver,
on sait que ça marche, donc là tout de suite, non. Voilà, je vous remercie Minibus. Le groupe Minibus, ils sont en tournée tout l'été et de retour en octobre et novembre au Théâtre Clavel pour leur tout nouveau spectacle Ma famille en papier. Mon invitée d'honneur, vous la connaissez sûrement grâce au rôle qu'elle a tenu pendant 17 ans dans la série de France 2, Boulevard du Palais, mais déjà depuis quelques années, elle s'est illustrée avec succès dans le domaine de la littérature pour enfants. Aujourd'hui, c'est l'auteure et conteuse que je reçois, Anne Richard, est mon invitée. Bonjour Anne Richard. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions du Rocher 2 très beaux contes, un conte traditionnel des frères Grimm, Les musiciens de Brême, et un conte inédit sur le thème de la préservation des forêts, L'écureuil et le Haut-Chêne. On va commencer, si vous le voulez bien, par Les musiciens de Brême. Pouvez-vous nous rappeler que raconte l'histoire ? Tout ça raconte tout simplement l'histoire de 4 animaux, un âne, un coq, un chat et un chien, qui sont un peu âgés et plus tellement utiles pour leur maître. Voilà, l'âne, le paysan ne peut plus travailler avec lui. Le chien, on trouve qu'il peut plus aller à la chasse parce qu'il a un peu la patte qui traîne. Le chat, il a plus tellement envie de poursuivre les souris. Et puis le coq, il a la voix qui s'éraille un peu, donc il va être transformé probablement en coq au vin. Donc au lieu de se le faire transformer en coq au vin, ils prennent tous la décision, ils en ont marre de partir, ils se rencontrent sur le chemin et l'âne leur propose en disant écoutez, moi je suis parti parce que mon maître ne veut plus de moi et moi j'ai un rêve depuis toujours, c'est de devenir musicien dans la ville de Brême. Et donc ils vont tous partir pour commencer une nouvelle vie, devenir des musiciens, et alors il va leur arriver plein d'aventures et ils n'iront pas jusqu'au bout, mais ils se retrouveront un endroit pour finir leur vie tranquillement. Les illustrations sont de Johnny et la musique de Maryse Bonnet. Quelques mots sur Johnny et sur Maryse Bonnet. Alors Johnny, c'est un jeune dessinateur caricaturiste essentiellement, et que j'ai rencontré. C'est le premier livre que je fais avec lui. Mon dessinateur précédent a eu envie d'arrêter un peu pour faire d'autres choses. C'est vrai qu'on avait déjà fait ensemble près de 14 livres, donc ça faisait commencer à faire beaucoup. Et donc Johnny a rejoint la petite équipe de création. Voilà, et j'aime bien l'avoir fait commencer comme ça sur les musiciens de Brême, parce qu'il y a ce petit côté un peu caricature qui ressort et qui donne que les personnages sont très rigolos. Et puis Maryse Bonnet, Maryse, on travaille ensemble depuis toujours. Pour moi, c'est vraiment ma partenaire extraordinaire. Elle a un talent fou en tant que compositrice. Elle me fait à chaque histoire, elle me fait des musiques de films, quoi. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est d'une richesse. Elle nous embarque dans ses mélodies, dans son univers. J'aime beaucoup travailler avec Maryse. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle amène beaucoup au livre CD. Comment vous travaillez ensemble ? Alors je parle avec Johnny et Maryse Bonnet. Comment ça se passe ? En fait, au départ, je travaille toute seule. Je pars sur un sujet qui m'intéresse, soit un sujet de société, soit je me laisse inspirer par quelque chose. Là, sur l'écureuil et le Haut-Chêne, je me suis laissée inspirer par... J'ai une maison en Normandie, et donc je voyais tous ces magnifiques arbres en face de moi, et je me disais, c'est fou quand même, ils sont là depuis très 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 longtemps. On connaît d'ailleurs des arbres qui sont... qui datent depuis plus de 1000 ans, et je me suis laissée embarquer dans cet imaginaire-là. Et j'ai eu envie à chaque fois d'aborder un thème et un sujet différent, et je pars à partir de cette page blanche. Et ensuite, une fois que j'ai écrit le texte, c'est Maryse qui commence à travailler, parce qu'il y a un gros travail musical à faire dessus. Donc elle part du texte et elle va créer sa musique. On va ensemble décider des couleurs musicales dont on a envie. Elle va me faire une première proposition, et puis moi je vais venir pour dire non, mais je voudrais 2 secondes de plus, 2 secondes de moins, 3 secondes de plus, ça, ou je voudrais quelque chose de plus mélodieux, ou je voudrais quelque chose qui corresponde plus à un univers campagnard, ou là je voudrais le bruitage, là c'est pas nécessaire. Voilà, on va vraiment faire un travail ensemble. Et puis après, Johnny, mon dessinateur Pierrick Martinez va ensuite lui recevoir le texte. Pareil, et très souvent on a déjà fait une partie de la musique, donc j'aime bien leur envoyer texte et musique, parce que je trouve que c'est très complémentaire et que ça peut vraiment les embarquer dans l'univers. Donc les dessinateurs arrivent ensuite en deuxième temps. Comment vous enregistrez en studio ?
là aussi, parce que c'est un travail, c'est le travail de la voix. Alors je travaille la voix, bon, en tant qu'acteur de toute façon on travaille sa voix, beaucoup, enfin on travaille, on sait à interpréter un texte, donc avant de commencer à enregistrer, à partir en studio je le fais chez Maryse qui a un studio, donc c'est très confortable parce que vraiment on est là entre nous. Alors avant je commence à travailler, alors d'abord à l'écriture, ça d'ailleurs c'est une des choses que l'on voit dans mon écriture, c'est vraiment fait pour être dit. Je l'écris pour que la musicalité, quand on dit le texte, on puisse, même que les parents, s'ils le disent, ça leur amène un rythme, ça leur amène une énergie. Il y a vraiment une musicalité dans mon écriture parce que je l'écris en le disant. J'ai besoin c'est mes mots qui sortent de ma bouche que j'écris. Donc après, je vais moi travailler sur le texte, travailler sur la formulation, arriver à prononcer les mots correctement. Parfois, il y a un mot qui passe pas. Par exemple, il y a certains prénoms qui passent pas très bien. Pourquoi j'ai choisi, les enfants m'ont dit l'autre jour, il y avait sur Martin et les larmes de sirène, pourquoi il s'appelle Martin ? J'ai dit, il s'appelle Martin parce que le prénom Martin est facile à dire. Si j'avais choisi, par exemple, le prénom d'un ami qui est navigateur, Steve, c'est très compliqué à dire, Steve. C'est pas très joli, en fait, c'est beau comme prénom, mais à dire. Donc, Willy aussi, pareil. Willy a été choisi parce qu'il a quelque chose de chantant, Willy l'écureuil. Donc voilà, après je travaille moi sur la prononciation et puis l'enregistrement se fait avec Maryse, on fait une prise, 2 prises, 3 prises, des fois je bute sur un mot, on reprend, on recommence, ça prend du temps. On va revenir sur les musiciens de Brême. Est-ce que vous connaissiez déjà le conte lorsque vous étiez petite fille ? Oui, je le connaissais, ça faisait partie des contes de Grimm et je m'en souviens très très bien aussi enfant. Et voilà, je l'ai choisi parce que j'en avais déjà fait quelques-uns chez mon éditeur précédent et on a ressorti certains avec les éditions du Rocher. Et puis celui-ci, c'est vrai qu'il est un peu moins fait, moins souvent. Donc je me suis dit que c'est l'occasion aussi de le faire redécouvrir. Et donc ça a été ce choix-là. J'aime bien, je trouve que les musiciens de Brême correspondent à notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter à quel point aujourd'hui on se débarrasse des anciens, alors que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui savent travailler. Et très souvent, on voit aujourd'hui qu'on vire ceux à partir des anciens, à partir de 50 ans, dans les sociétés, on les dégage parce qu'on estime qu'il faut mettre des petits jeunes. Et on oublie de prendre leur connaissance à eux et qu'ils puissent transmettre des choses. Je trouve que ça correspond malheureusement à cette société qui se débarrasse un peu facilement des gens d'expérience. Est-ce qu'on vous contiez des histoires lorsque vous étiez petite fille ? Et qui le faisait, si on le faisait ? Alors c'est ma maman qui me racontait des histoires. Je pense que mon aventure d'actrice, mon métier a démarré comme ça. C'est-à-dire que ma mère me lisait, alors elle me racontait l'autre jour que elle me lisait quasiment tout le temps la même histoire, je lui redemandais tout le temps la même histoire, c'était La vie sexuelle des papillons. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, j'aimais ce livre, je ne sais pas ce que c'était, mais je redemandais toujours le même, et c'est ma mère qui me lisait des histoires, et c'est même ma mère qui a commencé à faire des adaptations, elle m'a adapté, que je l'ai joué, l'adaptation de La petite fille aux allumettes, et ça a été une des premières pièces que j'ai jouées à l'école, je devais avoir 6-7 ans, j'ai joué La petite fille aux allumettes, et je me souviens encore combien j'avais aimé émouvoir la salle et mes petits camarades, et je pense que ma vocation d'actrice a démarré comme ça. Donc c'est presque une boucle qui se boucle finalement, parce que je reviens au conte, à ce qui a été la genèse de ma vocation d'actrice. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Anne Richard pour en savoir davantage sur les musiciens de Brême et l'écureuil et le Haut-Chêne. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Les musiciens de Brême et l'écureuil et le Haut-Chêne, ce sont 2 nouveaux magnifiques livres CD pour enfants comptés par Anne Richard, qui est maintenant une habituée de notre émission. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Anne Richard, vous avez pendant 17 ans tenu le rôle de Nadia Lins, une juge pour enfants. Est-ce que juge pour enfants, c'est un métier que vous aurez pu faire ? Alors Nadia Lins, c'était pas juge pour enfants. Elle est au démarrage, elle était juge pour enfants, et puis elle en pouvait plus, et elle arrive dans le premier épisode, elle arrive à Paris pour devenir juge d'instruction. Et alors. Non, je crois pas. J'aurais pas pu faire ce métier. D'abord, j'en avais pas les compétences, puisque moi j'ai juste eu un bac, j'ai pas fait d'études. Il aurait fallu faire des études de droit, et je pense que c'est pas du tout une chose qui m'attirait quand j'étais plus jeune.
Maintenant, évidemment, en ayant 17 ans d'existence de juge, certaines personnes dans mon entourage me disent « Anne, arrête de faire ta juge, arrête de poser des questions, arrête de mettre en examen tout le monde ». Je dis bon, là, ça y est, c'est bon, ça fait 2 ans, c'est pas... Mais c'est vrai qu'elle m'a pas mal imprégnée. Peut-être que j'avais les caractérisations pour le faire, ouais. Mais je suis pas sûre que j'aurais envie de faire ce métier. Parce qu'ils vivent quand même des choses rudes. Ils sont face à la violence de notre société, face à la misère sociale, face à la folie des hommes, face au crime. Je pense qu'ils ne voient pas la vie de la même manière que nous. Dans leur quotidien, ils ont en face d'eux constamment des assassins, des violeurs d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est comme les policiers. Moi, je les admire énormément parce qu'ils sont dans un quotidien épouvantable et je suis pas sûre qu'une juge d'instruction descende dans un parking de la même manière pour aller récupérer sa bagnole que ce que nous on fait. Il y a toujours une angoisse parce qu'il y a une connaissance de ce qu'est notre monde. Quel métier vous auriez aimé faire si ça n'avait pas été actrice ou auteur ? J'étais très sportive, j'adorais le sport. J'étais déjà monitrice jeunesse et sport en Suisse de ski et de natation. Donc je gagnais un peu d'argent comme ça pendant mon adolescence. Peut-être que j'aurais aimé être prof de sport. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est difficile je crois que quand on a vraiment choisi son métier et qui est une chance, c'est d'être acteur, c'est un vrai choix, c'est un choix de vie. On n'a pas tellement l'opportunité de se dire qu'on pourrait faire autre chose. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un plan B. C'est tellement injurieux et tellement mal connaître cette profession. C'est un plan A et il n'y a pas de plan B. Parce que s'il y avait un plan B, on ne ferait pas ce métier parce qu'il est très difficile. C'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose, qu'on est fait pour ça et on se bat comme des diables pour exprimer ce qu'on a exprimé et dire ce qu'on a à dire et parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est vraiment un plan A. C'est un vrai choix de vie. Et moi, je me vois pas faire autre chose. Alors maintenant, j'enseigne un peu dans une école d'art dramatique, oui. Une école qui s'appelle l'ICOM, qui est l'école de Pierre-Yves Duchesne, qui m'a demandé d'enseigner un peu, de faire des ateliers avec ses élèves. Donc je suis en train de compléter mon deuxième désir, en fait, d'enseigner. Ça rejoint un peu vos livres, c'est le passage, c'est ça, la transmission. C'est vraiment la transmission. Pour moi, je fais ce métier pour ça. Transmettre des émotions, transmettre du bonheur, transmettre du divertissement. Et puis là, maintenant, avec les jeunes élèves que je peux avoir, transmettre un peu mon savoir. Depuis plusieurs années, parallèlement à votre carrière d'actrice, vous vous êtes illustrée avec beaucoup de succès dans le domaine de la littérature pour enfants. Comment est arrivée cette aventure dans votre vie ? Ça a débuté comment, cette histoire, cet amour avec l'écriture pour les enfants ? Ça a commencé avec Pierre et le loup. En fait, le chef Blaise Héritier, qui est un très grand chef d'ensemble d'harmonie et de cuivre, m'a proposé de faire un spectacle où j'allais réciter Pierre et le loup, et il voulait compléter son spectacle parce que Pierre le loup ne fait que 35 minutes, donc il fallait compléter. Il a choisi un morceau musical, un morceau moderne, d'un compositeur moderne, et il cherchait quelqu'un qui sache écrire style Pierre et le loup pour compléter son spectacle. Et puis mon frère qui faisait Pierre et le loup avec moi me dit Anne, et Blaise me disent mais Anne, est-ce que tu saurais faire ça parce qu'on cherche quelqu'un. Je dis mais vous êtes rigolo, moi j'ai écrit un peu des scénarios, participé à des écritures de scénarios, mais j'ai jamais écrit pour les enfants et encore moins un spectacle. Il me dit mais qu'est-ce que tu risques, essaye. Et donc j'ai reçu la musique de Blaise Héritier qui me l'a envoyée. Il m'a dit j'aimerais que tu écrives quelque chose là-dessus. Et c'était quelque chose qui emportait, qui était waouh, tonitruant. Et je me suis laissée embarquer par ça et j'ai écrit un premier spectacle, ce premier spectacle avec lui. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai fait plein de contes pour lui sur des musiques imposées qui ont pour moi l'inspiration. Vraiment, c'est ça, c'est la musique. Et puis les gens sortaient de la salle et disaient mais on a adoré le texte, il est où ? Je dis voilà, je crois qu'il faut que je fasse des livres et c'est comme ça que ça a commencé. Alors parlons à présent de L'écureuil et le Haut-Chêne que vous avez écrit et raconté merveilleusement bien. Quelques mots sur ce livre qui a pour thème la préservation des forêts. Déjà, qui est Willy ? J'ai cru le comprendre, c'est un petit écureuil, non, tout à l'heure, vous me l'avez déjà dit. Oui, alors voilà, j'ai eu envie d'écrire ce livre pour parler de la transmission de la mémoire, comme quoi dire tout simplement comment c'est important d'écouter les anciens qui ont plein d'histoires à nous raconter et qui ont la connaissance de la vie, de l'histoire.
et aussi effectivement parler de la préservation de la nature et des forêts. Et c'est tout simplement, alors Willy c'est un petit écureuil qui vit tout au haut d'un haut chêne en Normandie, et il a installé sa petite maison là-bas en haut, il est vachement bien, il voit la mer et tout ça. Et le haut chêne dans lequel il s'est installé est un très très vieux chêne qui a plus de 1000 ans et qui lui raconte toute l'histoire de France, parce qu'il a vécu toute l'histoire de France, puisqu'il a plus de 1000 ans, en tout cas une sacrée partie. Il a vu les bateaux partir pour aller découvrir le Québec, il a vu le débarquement, il a vécu les débuts de l'impressionnisme, il a vécu tout ça. Et donc il raconte toutes ces histoires au petit écureuil, matin et soir, comme à un enfant on raconte, et le petit écureuil adore ça. Mais un jour, on voit que les bûcherons arrivent pour agrandir la route, et ils vont devoir couper le haut chêne. Et le petit écureuil dit mais comment c'est possible, s'ils te coupent tu vas mourir, et donc toutes les histoires vont disparaître. Elles vont partir où toutes ces histoires? On va les perdre. Et donc le petit écureuil se met dans la tête de sauver les histoires. Et donc il va vouloir transmettre aux plus jeunes ces histoires. Et évidemment, alors il va raconter les histoires à tous les... Voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ils vont trouver... Il va y avoir plein de péripéties parce qu'il va se blesser, il va pouvoir continuer son travail. Enfin, une petite fille va découvrir l'écureuil, va découvrir la magie de cette arbre. Et ils vont trouver une solution que je ne vais pas dévoiler parce que je vais vous laisser découvrir le livre. Ils vont trouver une solution pour sauver les histoires et pour transmettre ces histoires aux futures générations. Et évidemment, ça se finit très bien. Pourquoi cette cause vous touche particulièrement? Il y a beaucoup de causes qui vous touchent, on l'avait vu dans vos précédents livres. Là, cette fois-ci, donc, la préservation de la forêt, pourquoi? Je trouve que c'est important que même si on écrit des contes pour les enfants, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des messages. Et là, effectivement, j'avais envie de parler toujours un peu la même chose que les musiciens de Brême, le respect et la sauvegarde de la connaissance et du savoir. Et puis cette sauvegarde de la planète. C'est vrai qu'à travers Martin et les larmes de sirène, j'ai parlé de la pollution des océans. Là, je parle de sauvegarder ces forêts qui sont somptueuses, et juste parfois, on ne fait pas attention dans ces forêts dans lesquelles on se balade, à quel point il y a du vécu, à quel point ces arbres sont somptueux et ont quelque chose à nous transmettre, et pas seulement leur oxygène. Ils sont là, et je trouve que c'est important de mettre le doigt sur la beauté de la nature et ce besoin de la préserver. Je pense qu'il faut que nous les artistes, on est aussi là pour ça. Quelles sont les valeurs qui sont chères pour vous, chères à votre cœur? J'ai plusieurs valeurs. J'ai beaucoup la valeur, je pense que c'est extrêmement culturel, du respect de l'autre. Chose que je trouve qui se perd énormément, du respect de l'autre et du respect de notre planète. Je pense que c'est extrêmement culturel. Je viens d'un pays, évidemment, la Suisse, où Lausanne, où on est très éduqué par rapport à ça. On est éduqué à ne pas jeter un papier par terre, on est éduqué à faire attention à l'autre, on a un grand sens du civisme. Et ces valeurs-là, pour moi, oui, comptent beaucoup. Et d'autant plus que je trouve que ça se perd énormément, et donc ça me met parfois dans des états de colère terribles, d'incompréhension face à ça. Et je continuerai à faire des histoires qui transmettront ces valeurs-là. Mais qu'est-ce qui peut vous rendre triste? Beaucoup de choses, mais ce qui me rend triste, c'est quand on détruit les choses, quand on ne fait pas attention à l'autre, quand on ne respecte plus rien. Ça me met... Je peux me mettre à pleurer quand je suis sur mon boulevard, là, quand je remonte sur le boulevard de la Bastille et que je vois que les lieux où on joue aux boules, il y a des endroits magiques, tout d'un coup se sont transformés en poubelles géantes. Ça me fait pleurer quand je vois qu'il y a des casseurs qui détruisent tout pour s'exprimer. Ça me fait pleurer, ça me met très en colère, parce que je me dis qu'il y a d'autres moyens pour exprimer les choses. Et je pense que c'est aussi extrêmement culturel. Je viens d'un pays où quand on a une colère ou quand on n'est pas d'accord, on exprime les choses complètement différemment. Alors on a cette chance, nous en Suisse, de pouvoir exprimer les choses par un référendum et de demander que le peuple puisse donner son avis. Donc on a moins de choses comme ça, de colère ancrées en nous, et qui font qu'à un moment donné ça explose et que c'est comme une cocotte minute. On peut s'exprimer avant. Mais moi c'est vrai que c'est un truc je suis assez désemparée par rapport à ça et qui m'énerve profondément. Qu'est-ce qui vous amuse et qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, ce qui m'amuse, c'est il y a des grands comiques qui m'amusent, il y a des spectacles qui vont me faire beaucoup rire.
Je suis assez bon public. Je dirais que d'ailleurs quand je ris, j'ennuie toute la salle parce que j'y vais pleinement, sans retenue. Ce qui m'amuse, c'est quand même beaucoup de choses. Les gens drôles. J'admire beaucoup ces artistes qui sont capables de vous faire rire. Parce que je trouve que c'est une chose très très difficile à faire. Et je suis très admirative de ça. Parce que moi je pense que je ne sais pas faire ça. Et je me dis, waouh, c'est... Ouais, je suis très admirative de tous ces grands comiques. Alors j'ai cru comprendre que vous allez faire cet été un petit tour vers Avignon. On peut en parler un petit peu ? Je vais aller à Avignon pour la première fois de ma vie. Et nous allons créer une pièce qui s'appelle Madame Fouquet. Nous serons au théâtre du Roi René avec mon partenaire Daniel Besse qui joue Monsieur Fouquet et qui est aussi le metteur en scène. Et c'est une pièce de Anne de Caumont et qui réhabilite un peu ce couple, qui raconte un peu comment cette femme a tenté désespérément de prévenir son mari et de retenir son mari qui se prend un peu pour le roi. Je vais vous laisser le mot de la fin pour nous parler des 2 livres dont nous venons de parler, L'écureuil et le Haut-Chêne, Les musiciens de Brême. Voilà, j'ai eu envie de vous raconter cette petite histoire de ce petit écureuil Willy et de ce Haut-Chêne. Pour vous aussi, qui allez transmettre ça aux enfants, les parents et les grands-parents, pour leur faire prendre conscience à quel point c'est important qu'ils vous écoutent, parce que vous avez des choses à leur raconter. Alors, à travers mon écureuil et mon Haut-Chêne, j'ai envie de vous dire, racontez à vos enfants et à vos petits-enfants ce que vous avez vécu, votre histoire à vous, parce que c'est précieux. Et les grands-parents, c'est tellement important d'en profiter. Voilà. Alors, bonne lecture et bonne écoute. Merci Anne-Richard, merci beaucoup. Merci à vous. Un conte traditionnel des frères Grimm, les musiciens de Brême, et un conte inédit sur le thème de la préservation des forêts, L'écureuil et le Haut-Chêne, aux éditions du Rocher, merveilleusement raconté par Anne-Richard, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Grégoire Sivan du jeu de cartes Pictite, Christelle Bria pour son livre jeunesse Les lunettes de Mathéo, Gaïa Polo et François du groupe Minibus. Merci à Anne-Richard pour ses 2 nouveaux livres CD, Les musiciens de Brême et L'écureuil et le Haut-Chêne. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.